Imaginez une famille aisée, respectée de tous, vivant dans une banlieue tranquille. Mais un beau matin, leur maison devient le théâtre d'un massacre impensable. Parents et enfants se retrouvaient sans vie, et tous les indices semblent pointer vers un tueur inattendu, l'un des leurs. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Quel secret terrible se cache derrière les murs de la maison Browning? Restez bien avec nous puisque vous allez découvrir une affaire qui va vous glacer le sang. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter du cas de la famille Browning et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Comme d'habitude, avant de commencer, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Lors de l'année 2008, Nicholas Browning, alors âgé de 15 ans, avait la réputation d'être un garçon bien élevé et un élève studieux. Il était l'aîné des enfants de la famille Browning. Son père, John, travaillait comme avocat immobilier pour une grande société, un poste qui lui avait, vous vous en doutez, permis de bâtir une carrière prospère. Cet homme, en plus de sa réussite professionnelle, était aussi chef scout et enseignait à l'école du dimanche. Dans la communauté, il jouissait d'une grande popularité et était un homme très respecté. La mère de Nicholas, Tammy, quant à elle, était une femme au foyer. Elle était décrite comme une femme modeste, charmante et attentionnée. Nicholas avait également deux frères cadets, Gregory, âgé de 13 ans, et Benjamin, qui lui en avait 11. Le 2 février 2008, dans l'après-midi, Nicholas a été déposé chez un de ses amis par ses parents. Lui ainsi que ses camarades, Taylor Tubosbury et Alexander Smith, ont passé la nuit chez leur ami Ryan. Tous les garçons avaient 15 ans et avaient prévu de se divertir en regardant des films, mais également en jouant à des jeux vidéo. Le lendemain matin, le plan était que Nicholas, Taylor et Alexander rentrent chez eux en voiture après cette soirée entre amis. Nicholas, que l'on va appeler Nick lors de cette affaire, attendait que ses parents viennent le chercher comme promis, mais à sa grande surprise, ils ne sont pas arrivés à l'heure convenue. Et c'est assez étonnant puisque ses parents sont le genre de parents qui sont toujours là à l'heure et qui, au pire des cas, allaient prévenir leur enfant qu'ils allaient avoir un petit peu de retard pour X ou Y raison. Nick, forcément inquiet, a essayé à plusieurs reprises de contacter ses parents afin de comprendre un petit peu plus la situation. Pourquoi est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce qu'ils vont vraiment venir le chercher? Et si quelque chose de grave s'est produit, au moins qu'il puisse prévenir ses amis pour que l'un d'eux puisse le ramener chez lui. Ce dernier a tenté de les joindre par téléphone, mais ses appels sont malheureusement restés sans réponse. Les Browning ne répondaient ni aux appels, ni aux messages. Finalement, les adolescents ont pris la décision d'aller faire un tour au centre commercial en compagnie du père de Ryan. Après une après-midi de shopping, Ryan et son père ont ramené Nick chez lui, qui ce dernier n'avait toujours pas de nouvelles de ses parents. Sur le chemin du retour, l'adolescent a tenté une nouvelle fois de joindre ses parents, et ce, finalement à plusieurs reprises. Mais ses efforts sont tous restés vains. En arrivant à la maison, ils ont tout de suite remarqué que la voiture familiale était garée dans l'allée, mais un étrange silence régnait à l'intérieur. Dès que Nick a franchi la porte de sa maison, la réalité effroyable s'est dévoilée devant lui. Il a découvert une scène d'horreur indescriptible. Sa famille tout entière avait été abattue. Son père, âgé de 45 ans, sa mère, âgée de 40 ans, et ses deux jeunes frères, âgés de 13 et 11 ans, Gregory et Benjamin, gisaient sans vie. Nicholas était en état de choc. Il s'est tourné vers le père de Ryan, qui attendait, pour sa part, encore dehors. Ce dernier, comprenant rapidement à la tête de l'adolescent la gravité de la situation, a immédiatement appelé les services d'urgence pour leur signaler ce qui venait de se passer. La police est rapidement arrivée sur place, très peu de temps après l'appel, et les agents ont trouvé les adolescents dans la cour, visiblement très troublés. Nick, cependant, semblait étrangement calme,
Vraiment très calme pour un adolescent qui vient quand même de retrouver toute sa famille assassinée dans sa maison. Ce dernier a raconté aux officiers que sa famille avait été victime d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Selon lui, un intrus aurait pénétré dans la maison pendant qu'il passait la nuit chez un ami, et l'intrusion aurait dégénéré en carnage après que ses parents aient tenté de stopper le cambrioleur. Nicholas croyait fermement que ce dernier avait ouvert le feu dans la panique. Pourtant, ce qui est quand même assez étrange, c'est que sur les lieux du drame, aucun signe de lutte n'était visible. La police a constaté que chaque membre de la famille avait été tué d'une balle dans la tête et les corps étaient répartis dans différentes pièces de la maison. Malgré la scène de crime sanglante, rien ne semblait avoir été volé et la maison était en parfait état. Tout était en ordre si on fait omission de tout le sang qu'il y avait par terre. Aucun meuble n'avait été renversé et les objets de valeur étaient encore à leur place. De plus, il n'y avait aucun signe d'effraction. Donc, dès le départ, on voit très bien que la théorie du cambriolage n'était clairement pas possible. Et l'hypothèse d'un cambriolage ayant mal tourné a rapidement été écartée, et le comportement de Nicholas a plus qu'éveillé les soupçons des enquêteurs. Bien que les jeunes garçons semblaient encore sous le choc, ils ont tous été emmenés au poste de police pour être interrogés plus en profondeur, afin de savoir ce qui s'est réellement passé. Les adolescents ont été placés dans des pièces séparées afin qu'ils ne puissent pas conspirer tous ensemble. La police a d'abord interrogé Taylor. Celui-ci a semblé immédiatement méfiant envers les forces de l'ordre, probablement à cause de sa nervosité. Il a répondu avec hésitation aux questions posées. Les enquêteurs ont choisi de l'interroger en premier, pensant qu'il serait le plus simple à déstabiliser. En comparaison, les autres jeunes ont semblé plus confiants, en particulier Nick, qui affichait une grande assurance et une grande aisance face aux policiers et surtout face à cette situation. I'm a homicide detective. Some bad stuff has happened tonight. I need you to be 100% honest with me. I want you to tell me what's been going on and explain. Who were you with all day? I was with Ryan, Alex, and Nick. We were at Ryan's house in the morning because we slept over there last night. What time did you guys get over last night? I went over there right after school. D'après Taylor, lui et ses 3 amis ont donc passé la nuit chez Ryan. Ils sont arrivés chez lui la veille du meurtre, peu après la fin des cours. Taylor est arrivé avec le propriétaire de la maison, tandis qu'Alex et Nicholas les ont rejoints un peu plus tard dans la soirée. Une fois tous réunis, les adolescents passaient des heures à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo, et ce, jusqu'à ce que les parents de Ryan interviennent pour leur demander d'aller se coucher. Durant la nuit, Taylor a affirmé qu'il n'avait rien vu ni rien entendu de suspect. Après avoir recueilli toutes ces informations, l'enquêteur qui s'occupait de lui a décidé de faire une pause et s'est rendu dans une autre pièce pour interroger Nicholas, qu'il trouvait suspect dans son comportement. Lors de son arrivée dans la salle d'interrogatoire, Nick s'est assis en silence, la tête baissée. Hey, Nick. I'm sorry it takes so long. No offense to you. Everybody comes in here. I gotta read their rights too, so I gotta read your rights. Il paraissait légèrement somnolent, ce qui a d'ailleurs paru étrange aux policiers, étant donné que toute sa famille avait été tuée, sauf lui. L'agent a adopté une approche amicale, essayant de rendre l'entretien aussi informel que possible. Il espérait ainsi obtenir la confiance de l'adolescent pour qu'il puisse parler librement, sans demander un avocat. Le policier avait pour but d'obtenir une confession avant que l'adolescent ne fasse appel à son avocat, car ça aurait compliqué grandement toute l'enquête. Cependant, Nick est resté étonnamment calme et posé durant tout l'entretien. Il a expliqué qu'il était rentré de l'école vers 14h45, puis que, peu de temps après, ses parents ont décidé de conduire chez Ryan. Bien que les 2 jeunes vivaient à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre et qu'ils avaient l'habitude de s'y rendre à pied, cette fois-ci, pour une raison inconnue, les Browning ont décidé de le déposer en voiture, car ils devaient eux-mêmes se déplacer pour d'autres raisons. Nicholas a ensuite raconté une histoire qui coïncidait parfaitement avec celle de Taylor. Il a confirmé avoir passé la soirée à jouer à des jeux vidéo et à regarder des films avant d'aller finalement se coucher quand les parents de Ryan sont arrivés pour leur dire qu'il commençait à se faire tard. Toutefois, il a ajouté un détail important.
Il a avoué être parti de la maison de son ami vers 1h du matin pour se rendre chez ses parents. Son objectif, selon ses dires, était de voler la voiture familiale pour faire une virée nocturne avec ses amis sans que ses parents ne soient au courant, bien évidemment. En arrivant à la maison, Nicolas aurait remarqué que la lumière de la chambre de ses parents était encore allumée. Malgré ça, il s'est introduit discrètement dans la voiture et s'est allongé sur le plancher de la banquette arrière, se cachant ainsi pour ne pas être vu. Il craignait que le bruit de la porte de la voiture n'alerte ses parents, surtout son père, qui était assez réputé pour sa sévérité. C'était un homme bon, qui était tout le temps là pour sa famille. Malgré tout, il voulait que toute la famille file droit. Ne voulant pas provoquer leur colère, Nicolas a décidé de rester immobile, espérant que la maison se calmerait bientôt et que toute la famille irait simplement se coucher. L'adolescent s'était alors réfugié dans la voiture, attendant patiemment que le calme revienne. Il ne voulait pas voler le véhicule en pleine lumière, par peur d'attirer davantage d'ennuis. Il a attendu que tout le monde soit endormi pour réaliser son plan sans être remarqué. Sauf que toute cette scène a duré quand même un certain moment, au point où Nick s'est endormi dans la voiture, fatigué par les événements de la journée. Il s'est rapidement endormi, sans se douter de ce qui allait se passer. C'est probablement durant ce moment qu'ont retenti les coups de feu. Étonnamment, il ne les a pas entendus, ce qui peut sembler étrange étant donné la proximité de la voiture avec la maison. Quand il s'est finalement réveillé, tout semblait calme et il est parti sans se douter du drame qui venait de se dérouler. Le premier coup de feu avait été tiré à bout portant sur la tête de John, son père, qui dormait paisiblement sur le canapé au rez-de-chaussée. Il semble que ni Tammy, sa mère, ni ses deux frères, Grégory et Benjamin, ne se soient réveillés pendant la fusillade. Ils dormaient à l'étage et, comme John, ils ont été abattus dans leur sommeil, sans aucune chance de se défendre, de fuir ou de réagir. La brutalité de ces actes a immédiatement conduit la police à penser que Nicolas pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre dans un massacre familial. Les autorités étaient convaincues qu'il y avait des éléments cruciaux que Nicolas ne leur avait pas encore révélés. De plus, plusieurs incohérences dans son comportement ont éveillé les soupçons des enquêteurs. Le fait qu'il ait choisi de se cacher dans la voiture familiale plutôt que de retourner chez Ryan, comme il aurait dû le faire, leur paraissait assez suspect. Lorsque Nicolas a affirmé qu'il n'avait absolument rien entendu pendant les tirs, ça n'a clairement pas joué en sa faveur. Ce silence était troublant pour les enquêteurs, surtout en tenant compte de la violence des coups de feu. De plus, sa déclaration selon laquelle une lumière était allumée dans la maison lorsqu'il est arrivé a également attiré l'attention. En effet, lorsque la police est arrivée sur les lieux, la lumière était éteinte. Et dans le cadre de son histoire de cambriolage, il était difficile de croire que les cambrioleurs auraient pris le temps d'allumer une lumière, puis de l'éteindre une fois le crime commis. Ça n'avait aucun sens dans le déroulement logique d'un vol. En général, les criminels n'ont pas le luxe de gérer ce genre de détails lorsqu'ils sont en pleine action. Ces incohérences ont alors poussé les enquêteurs à continuer d'exercer une certaine pression sur l'adolescent qui n'avait pas de réponse claire à leurs questions. Ils ont ensuite décidé d'interroger Ryan, son ami. Ryan a déclaré qu'il s'était endormi relativement tôt ce soir-là et qu'il s'était réveillé aux alentours de minuit. Selon lui, à cet instant, Nick n'était déjà plus présent dans la maison, alors que je vous rappelle que Nicolas avait déclaré qu'il était parti vers 1h du matin. You guys spent the entire evening together yesterday? Yes. Did you actually leave the house at all last night? We'll just walk around the neighborhood. Okay. How far do you live from where he lives? Half a mile. Half a mile. Did you guys go over there? No. Did he? Yes. What time did he go over there? Like 12:30. Last night? Yes. What did he go home for? Truthfully, we were going to just take his car out. I'm sorry, what was his name? Nick Brown. Just take his car out for a little drive. Okay. Did you guys do that? No. All of you were there? Yes. Nick said that he was there. That when he got there, the lights were still on, Okay. and so he just went in the car, and he said he fell asleep. Cet écart temporel a éveillé davantage de soupçons chez les enquêteurs, car il laissait présager que les adolescents pourraient ne pas être totalement honnêtes. Si Nick était parti plus tôt que ce qu'il prétendait, cela signifiait qu'il cachait probablement quelque chose d'important. Les enquêteurs, perturbés par ces nombreuses incohérences, ont décidé de retourner interroger Taylor pour obtenir davantage de clarté. Taylor, d'abord réticent, a finalement déclaré que Nicolas n'était plus chez Ryan dès minuit, corroborant ainsi le récit de Ryan.
Néanmoins, lorsque les enquêteurs ont confronté Taylor aux différentes versions données par ses amis, il a immédiatement changé son témoignage. Il a alors affirmé que Nicholas était toujours présent dans la maison jusqu'à minuit, ce qui rendait la situation encore plus confuse. Visiblement nerveux, Taylor semblait hésitant à dire toute la vérité, probablement pour protéger son ami. Il avait peur que ses paroles incriminent directement Nicholas dans cette tragédie. Toutefois, les enquêteurs ont réussi à le calmer et lui faire comprendre l'importance de dire la vérité. L'adolescent a alors finalement admis qu'après le départ de Nick, il était allé se coucher comme tous les autres adolescents. Cependant, il savait pertinemment que Nicholas avait l'intention de voler la voiture de ses parents pour faire une virée nocturne avec eux. Mais il n'a jamais mentionné que Nick s'était retrouvé coincé dans la voiture ou qu'il avait pu être impliqué dans l'attaque de ses parents. Alors, les enquêteurs ont suite à ça repris leur interrogatoire avec Nicholas en lui présentant les nouvelles déclarations faites par Taylor. Alors j'espère que vous arrivez à me suivre, parce que entre l'interrogatoire de Ryan, de Taylor, de Nicholas, puis finalement de nouveau de Taylor et de Nicholas et de Ryan, je sais que ça part un petit peu dans tous les sens, j'en suis désolé. Face à ces nouvelles informations, Nicholas a commencé à modifier son récit. Dans sa nouvelle déclaration, il prétendait qu'il était toujours bien rentré chez lui pour récupérer la voiture familiale, tard dans la nuit, vers 1h du matin. Il a changé son histoire, affirmant que la lumière de la maison était déjà allumée lorsqu'il est arrivé, mais qu'elle s'était éteinte lorsqu'il s'était réveillé, indiquant que les cambrioleurs déjà présents dans la maison avaient éteint la lumière après avoir commis leur crime. Toutefois, cette version n'était pas plus crédible que les précédentes. Le fait qu'il ait choisi de se cacher dans la voiture plutôt que de partir ou d'attendre à l'extérieur jusqu'à ce que la lumière s'éteigne semblait de plus en plus absurde. Si tel est le cas qu'il voulait vraiment voler la voiture de ses parents, pourquoi est-ce qu'il a attendu à l'intérieur de la voiture plutôt que de rester à l'extérieur et de voir quand est-ce que ses parents allaient se coucher? Parce qu'à l'intérieur de la voiture, il ne pouvait absolument rien voir ni savoir quand ses parents allaient se coucher. La version de Nick devenait de moins en moins cohérente au fur et à mesure que les enquêteurs le confrontaient aux éléments qu'ils avaient recueillis. Chaque nouvelle déclaration soulevait davantage de questions qu'elle n'apportait de réponses, renforçant ainsi les soupçons des policiers quant à son implication dans le meurtre de sa famille. Nick a continué d'affirmer qu'il s'était endormi dans la voiture cette nuit-là. Pourtant, la question qui restait en suspens était la suivante. Comment aurait-il pu ne pas entendre les coups de feu, surtout avec une telle proximité ? Suite à toutes ces questions, le jeune homme a précisé qu'il s'était réveillé vers 5h du matin à cause d'un appel d'Alex, son ami. Plutôt que de retourner chez ses parents, Nick a choisi de revenir chez Ryan, son ami, mais sans la voiture qu'il avait prétendument voulu voler. And so I didn't want to take the car out, because the lights were on, I was sort of worried. And so I went in the car and started yelling, they'll go to bed in a half hour and the lights will be off. So I was sitting there and I fall asleep. Then I get a call from Alex around, I think 5 in the morning. Okay. And then it wakes me up, and then I slept in the car and the lights are still on in the house. Okay. And it doesn't make sense now, but know. So what did you do? I walked back in. Okay. Just like, it's 5 in the morning. Okay. Cependant, Alex a fini par bouleverser toutes ses déclarations. Il a d'abord affirmé que Nick n'avait pas du tout quitté la maison de Ryan cette nuit-là. Pourtant, lorsqu'il a pris connaissance des témoignages des autres, il a aussi modifié sa version des faits. Alex a fini par dire que Nicholas avait quitté la maison vers 23h45. Pourtant, il avait ajouté qu'il s'était endormi peu de temps après, vers minuit, et ne s'était réveillé qu'à 5h du matin. À ce moment-là, Alex a remarqué que Nick n'était plus dans sa chambre, et c'est pourquoi il a décidé de l'appeler sur son téléphone portable. En admettant ça, Alex a sous-entendu que Nick avait probablement dû se faufiler discrètement dans la maison familiale pour récupérer les clés de la voiture avant de partir. Cependant, ça ne correspondait pas du tout à l'histoire de Nick qui prétendait avoir déjà les clés du véhicule. Si Nick les avait eues dès le départ, pourquoi aurait-il eu besoin de se faufiler chez lui ? Cette nouvelle contradiction n'a fait qu'amplifier encore une fois le doute des enquêteurs. Pendant cet interrogatoire nocturne, la police a examiné minutieusement tous les rapports provenant des jeunes adolescents. Chacune des déclarations a soulevé des interrogations et des incohérences qui rendaient l'enquête de plus en plus confuse. Puis, un homme est arrivé au poste de police. Il s'est avéré être le beau-père de Ryan, celui chez qui les adolescents avaient passé la nuit. Ce dernier a joué un rôle déterminant dans la résolution de l'affaire.
Monsieur Pesher a expliqué que les enfants devaient être récupérés par leurs parents à 9 h le matin, car la mère de Ryan voulait que son fils participe au nettoyage de la maison. Pourtant, à cette heure-là, personne n'était venu les chercher, ni même ne les avait appelés. Les adolescents ont donc pris leur petit déjeuner en attendant que les parents viennent à tour de rôle les rechercher. À partir de 11 h, Nick avait commencé à appeler et laisser des messages à sa famille, mais ceux-ci étaient tous restés sans réponse. Malgré le fait que les soupçons contre Nicholas devenaient de plus en plus solides, il semblait étrangement calme. Le beau-père de Ryan a noté que Nick n'était pas inquiet de ne pas avoir de nouvelles de ses parents et ne semblait pas non plus pressé de rentrer chez lui, bien que la maison familiale ne se trouvait qu'à 20 minutes à pied, ce qui signifie que, encore une fois, il aurait très bien pu rentrer chez lui tout seul, à pied, comme il le faisait d'ailleurs d'habitude. Au lieu de ça, Nick a choisi d'aller au centre commercial avec son ami et son père. Ce comportement a évidemment intrigué la police, qui a vu là une confirmation de leurs soupçons. Un meurtrier pourrait vouloir éviter, par exemple, de retourner sur les lieux du crime afin de gagner du temps. Pendant ce temps, Nicholas n'a cessé d'attendre une réponse à ses appels, même s'il devait fortement se douter que quelque chose n'allait pas. Ce n'est que sur le chemin du retour, après leur excursion au centre commercial, qu'ils ont décidé de s'arrêter chez lui. Lorsque le groupe est arrivé chez Nick, les amis sont rentrés par le garage. L'adolescent, toujours apparemment très détaché par rapport à cette situation, a même demandé à ses amis de l'accompagner dans la maison, ce qui semblait pour le moins inhabituel. Il leur a ensuite fait remarquer que la porte était ouverte, ce qui était, selon lui, quelque chose d'assez étrange. Ce comportement, encore une fois, a renforcé les doutes de la police. L'idée qu'un criminel retournerait sciemment sur les lieux du crime tout en essayant de se comporter normalement leur a paru assez suspecte. Nicholas n'avait montré aucune inquiétude pour sa famille le matin même et avait retardé autant que possible son retour chez lui. Pour les enquêteurs, ça semblait être une tentative délibérée d'éviter d'affronter la scène du crime jusqu'au dernier moment. Avant même d'entrer dans la maison, il a insisté à plusieurs reprises auprès de tous ceux qui l'accompagnaient sur ce point, notamment le beau-père de Ryan de l'accompagner à l'intérieur. Une fois à l'intérieur de la maison, ils ont traversé le salon avec Nick en tête qui ouvrait le passage. Ce qui a frappé Nicolas en premier était la vision de son père allongé sur le canapé, mais surtout couvert de sang. Paniqué, il a hurlé et ses amis, horrifiés par la vue du corps, se sont enfuis immédiatement, ne voulant évidemment pas aller plus loin dans cette scène macabre. Les adolescents, encore sous choc, ont raconté au beau-père de Ryan ce qu'ils avaient vu. L'homme, d'abord incrédule, a couru à l'intérieur pour vérifier par lui-même, en espérant, naïvement, que tout ceci ne soit qu'une blague de la part des adolescents. Cependant, en découvrant le corps de John, il a immédiatement appelé les services d'urgence à l'adresse de la famille Browning. Pendant que cet appel se faisait, Nick est monté à l'étage, où il a découvert avec horreur les corps de sa mère et de ses 2 frères, également sans vie. Lors de son interrogatoire, Nick a confirmé toutes ces informations. Mais ce qui a le plus troublé la police était le calme déconcertant avec lequel il relatait ces événements terribles. Il semblait dénué de toute émotion, une attitude qui contrastait fortement avec ce que l'on attendait d'une personne en deuil après avoir perdu toute sa famille. Ryan, un ami de Nicholas, a confirmé cette attitude froide et détachée. Après avoir trouvé les corps de sa famille, Nick est sorti vers ses amis et leur a signalé, presque avec désinvolture, ce qu'il avait découvert à l'intérieur. Les adolescents, quant à eux, étaient traumatisés parce qu'ils avaient entendu et vu et ne voulaient plus rien savoir de tout ça. Nicholas, malgré la gravité de la situation, je vous rappelle que toute sa famille a littéralement été décimée, a tout de suite annoncé qu'il s'agissait d'un vol qui aurait mal tourné, mais il est resté malgré tout étrangement calme, ce qui a surpris tout le monde. Imaginez-vous, à 15 ans, découvrir que toute votre famille a été assassinée. Ça m'étonnerait que tu restes complètement calme en disant « Bon ben voilà, ma famille a été assassinée, c'est sûrement un cambriolage qui a mal tourné ». Non, généralement, tu ne réagis pas du tout de cette manière-là. Quand bien même, je sais, nous réagissons tous différemment face à la mort, au point d'être détaché à ce point-là, ça m'étonne quand même énormément. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, la police a entrepris de fouiller toute la maison, espérant trouver des indices qui pourraient expliquer ce qui s'était réellement passé, mais aucune trace de vol ou d'effraction n'a évidemment été découverte.
C'est alors que Nicolas s'est dirigé vers l'arrière de la maison, à l'entrée du garage. Lorsque la police est arrivée sur place, rapidement, ils sont rentrés dans la maison, espérant trouver des indices qui pourraient expliquer ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, mais comme je vous l'ai dit, aucune trace de vol ou même d'effraction n'avait été découverte. C'est alors que Nicolas s'était dirigé vers l'arrière de la maison, à l'entrée du garage. À cet instant, il a montré aux policiers une table de billard où était posée sa Xbox ainsi que son ordinateur portable, des objets selon lui de grande valeur. Alors, oui, ça a une certaine valeur financière, c'est vrai, on ne va pas dire le contraire. Toutefois, comparé à tous les objets de valeur qu'il y avait dans la maison, clairement, ce n'étaient que des petites broutilles. Quoi qu'il en soit, en montrant ces objets, il a alors affirmé que les cambrioleurs avaient probablement voulu voler ses biens, mais qu'ils avaient été interrompus pour une raison inconnue. Toutefois, ces déclarations ont immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs. La théorie du vol leur paraissait désormais totalement invraisemblable. Comment des voleurs auraient-ils pu ignorer des appareils électroniques aussi visibles et précieux? Les policiers ont continué à inspecter la scène du crime et à interroger les voisins, espérant trouver des témoins ou des indices supplémentaires. Alex, l'un des amis de Nicolas, a ajouté une autre couche de mystère à l'affaire. Il a révélé que Nick avait appelé ses frères avant d'entrer chez lui et leur avait demandé de laisser la porte arrière de la maison ouverte. Ce détail restait assez inexpliqué, mais il semblait renforcer l'idée que Nicolas était bien l'auteur des meurtres. Lors de son interrogatoire, Nick a également mentionné que son père possédait 2 armes à feu et l'avait emmené chasser à plusieurs reprises, ce qui lui avait permis d'apprendre à manipuler des fusils et des pistolets. En outre, les amis de Nicolas ont déclaré que ce dernier avait eu plusieurs altercations récentes avec son père, notamment après que celui-ci l'avait surpris en train de boire de l'alcool. Nick, pour sa part, essayait de détourner constamment l'attention des enquêteurs en évoquant un voisin, un certain Bobby, qui vivait non loin de la famille Browning. Il a décrit cet homme comme étant capable d'un tel carnage, en raison de sa consommation de drogue et de ses nombreux démêlés avec la justice. Cependant, les enquêteurs ont rapidement écarté cette piste, la voyant comme une simple tentative de Nicolas pour se défausser de ses responsabilités et rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. De plus, Bobby avait un alibi solide et aucune preuve ne le liait au meurtre. Et bien sûr, vous vous en doutez, ça paraissait encore plus étrange aux policiers que ce dernier tente de mettre la faute sur un parfait inconnu. Lorsque les enquêteurs ont rendu publique l'information sur laquelle Nicolas était désormais le principal suspect, l'adolescent est devenu visiblement nerveux. Il a protesté avec véhémence, clamant son innocence, mais son attitude et ses nombreuses contradictions ont contribué de renforcer la conviction des autorités qu'il était bel et bien impliqué dans le massacre de sa propre famille. À ce stade de l'enquête, les médecins légistes ont découvert qu'un pistolet calibre de 9 mm, appartenant au père de Nick et habituellement rangé dans un casier sécurisé, avait étrangement disparu de la maison. Selon les pathologistes, c'était une arme de ce type qui avait, comme par hasard, mis fin au jour de la famille Browning. Les enquêteurs étaient donc convaincus que Nick avait caché l'arme quelque part et ils voulaient à tout prix savoir où. L'interrogatoire s'est prolongé pendant environ 6 heures. 6 heures durant lesquelles Nick a maintenu son innocence, tout en semblant, malgré tout, de plus en plus acculé par la pression constante des policiers. Plus le temps passait et plus son récit changeait, rendant alors ses déclarations de plus en plus incohérentes. Au fil de l'enquête, il est apparu que la relation entre Nicolas et ses parents était finalement bien loin d'être harmonieuse, bien loin de l'idée que tout le monde se faisait de cette petite famille parfaite d'extérieur. En réalité, la tension avait atteint un niveau critique au cours des derniers mois. Nicolas, sentant qu'il était pris au piège, a finalement admis que ses parents, selon lui, étaient des gens tyranniques, cruels et méchants. Il a évoqué des années de pression morale et même de violences physiques dont il aurait été victime. Les enquêteurs ont noté que, à plusieurs reprises durant son interrogatoire, Nick leur avait demandé s'il pouvait espérer être interné dans un hôpital psychiatrique plutôt que de recevoir une condamnation en perpétuité. Cette demande récurrente a éveillé les soupçons des policiers qui ont vu une tentative de manipuler la situation pour alléger une future peine, ce qui était un signe évident de culpabilité.
Nick semblait bien conscient de ce qu'il avait fait et croyait fermement qu'il pourrait convaincre le jury de le juger plus favorablement en raison de sa souffrance supposée. Sauf que, pas de chance pour lui, les preuves matérielles s'accumulaient contre lui au fur et à mesure que les jours passaient. Malgré ça, un élément crucial manquait encore à l'enquête, le motif pour avoir décimé toute sa famille. Malgré toutes ces informations accablantes, les enquêteurs avaient du mal à comprendre ce qui avait pu pousser Nicholas à commettre un acte aussi abominable. Les amis de Nick ont révélé qu'ils s'étaient disputés avec son père peu de temps avant les meurtres. Ils ont également décrit plusieurs incidents au cours desquels son père s'était montré impoli avec lui et, d'ailleurs, à une occasion, l'avait même attaqué physiquement. Ces altercations étaient devenues plus fréquentes à l'automne, alors que la relation père-fils se détériorait rapidement. L'un des événements déclencheurs de cette rupture avait d'ailleurs été le vol de la voiture familiale par Nicholas, un acte qui avait particulièrement irrité son père. Et il y a de quoi. À partir de ce moment-là, Nick s'était comporté de manière de plus en plus rebelle, ce qui ne faisait qu'aggraver la situation avec ses parents. Le père de Nicholas, de nature stricte et autoritaire, avait tenté de rééduquer son fils à plusieurs reprises, mais ce, sans succès. L'adolescent a même raconté que le matin du jour où il est allé chez ses amis, son père l'avait encore battu pour des raisons plus que futiles. Les enquêteurs ont rapidement émis l'hypothèse que cette dernière altercation avait pu éventuellement être la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Nicholas, se sentant incapable de supporter davantage la pression, aurait décidé d'éliminer ceux qui, selon lui, étaient responsables de sa souffrance. Néanmoins, l'idée que cette violence puisse aussi s'étendre à sa mère et à ses frères, qui ne semblaient pas avoir directement contribué à tous ces conflits, restait difficile à expliquer. Les déclarations de ses amis ont confirmé que Nick, en pleine crise d'adolescence, se rebellait de plus en plus contre l'autorité de ses parents, notamment son père, qui l'accusait de l'humilier et de le réprimer. Le comportement de l'adolescent était devenu de plus en plus erratique, et ses amis l'ont entendu à plusieurs reprises plaisanter de manière morbide, affirmant qu'il finirait par tuer ses parents. Il décrivait sa mère comme une blonde stupide et son père comme un ivrogne abusif. Cependant, ces déclarations, bien que choquantes, n'étaient jamais prises au sérieux par son entourage, qui croyait qu'il ne faisait que passer par une phase difficile, comme beaucoup d'adolescents en ont. Les camarades de classe de Nick ont également témoigné du fait que, en dehors de l'école, il maltraitait fréquemment ses jeunes frères, parfois de manière assez violente. Il volait de l'alcool dans le bar privé de son père et utilisait la voiture familiale sans aucune autorisation, allant même jusqu'à la voler à plusieurs reprises. Ces comportements de rébellion n'avaient fait qu'exacerber les tensions au sein de la famille Browning. Et finalement, si la relation avec ses parents se passait très mal, Nick en était le seul responsable. Avec ses petits frères, tout se passait à merveille entre eux et les parents. Des parents proches de Nick ont également confirmé que son père était effectivement un homme strict, mais loin de là au point de frapper son fils sans raison valable. Quand bien même, personne ne pouvait nier le fait que la dynamique actuelle familiale semblait de plus en plus propice à une explosion de violence. En analysant le contexte, la police en est venue à la conclusion que toutes les conditions nécessaires au massacre étaient en place bien avant que Nicholas ne décide finalement d'appuyer sur la gâchette. Malgré tout, une question demeurait sans réponse. Pourquoi avait-il également tué sa mère et ses frères qui n'avaient apparemment rien fait pour mériter un sort aussi tragique? C'est ce mystère qui continuait de hanter les enquêteurs, même si les preuves contre Nicholas s'accumulaient de jour en jour. De plus, les enquêteurs ont découvert que Nicholas n'avait pas seulement montré un comportement destructeur envers sa propre famille, mais qu'il s'était aussi permis de commettre des atrocités envers des personnes extérieures à son entourage immédiat. Par exemple, à l'école, il était notoire pour avoir intimidé de jeunes élèves et s'en être pris à des personnes handicapées. Ces comportements de harcèlement ajoutaient un élément supplémentaire au portrait déjà bien troublant du jeune homme. Ce qui a encore davantage choqué les enquêteurs, c'est que, peu de temps après le massacre, Nicholas était retourné chez son ami et avait commencé à organiser une fête pour l'après-midi, invitant plusieurs de ses camarades. Il avait choisi ce moment pour que la fête coïncide avec la découverte des corps de ses parents et de ses frères, une tentative évidente de détourner les soupçons de lui-même en se présentant comme
Simplement un jeune petit adolescent insouciant et surtout innocent. Alors que les légistes travaillaient sur les scènes de crime dans la maison des Browning, de plus en plus d'adolescents sont arrivés à la fête organisée par Nicholas. L'annonce soudaine de l'annulation de la fête en raison du meurtre de sa famille a bien évidemment choqué tous les invités, qui n'avaient absolument pas vu venir une telle tragédie. Cependant, malgré l'ambiance pesante, Nicholas a fini par parler et a confessé à certains de ses amis ce qu'il avait fait. Ce dernier, un jeune homme complètement stupide, il faut dire ce qui est, a avoué avoir tué ses parents et ses frères, mais son récit des événements semblait si irréaliste que certains peinaient à le croire. Nicholas a finalement, au bout d'un moment, totalement craqué et a avoué à la police les horreurs qu'il a alors commis. Nicholas a raconté que lorsqu'il est rentré de la soirée pyjama avec ses amis chez Ryan, il s'était faufilé dans la maison et avait vu son père endormi sur le canapé. Une rage incontrôlable l'avait envahi, déclenchée par des années de ressentiment et de conflits familiaux. Nick savait où son père gardait son pistolet. Alors, il a simplement décidé de le récupérer. Ensuite, il a passé près de 30 minutes à réfléchir à ce qu'il allait faire, déchiré entre le désir de passer à l'acte et une hésitation nourrie par la gravité de la situation. Finalement, il a pris sa décision, en toute âme et conscience. Il s'est approché de son père, endormi, et a tiré, mettant fin à la vie de ce dernier. À sa grande surprise, personne dans la maison n'a semblé entendre le coup de feu. Encouragé par ce silence, Nicholas a poursuivi son sombre projet. Il est monté à l'étage où il a trouvé sa mère ainsi que ses frères, toujours endormis. Sans une seule once d'hésitation, il a tiré sur sa mère, puis s'est dirigé vers la chambre de ses frères, où il les a tués l'un après l'autre. Nicholas a expliqué que la raison pour laquelle il s'était débarrassé de ses jeunes frères était qu'il aurait pu le dénoncer à la police, car il leur avait demandé la veille de laisser la porte ouverte. Ça aurait pu être une preuve contre lui, suggérant que le massacre était alors prémédité, et de ce fait, ses frères, selon lui, méritaient de mourir. Malgré la brutalité de son acte, Nicholas a insisté sur le fait qu'il avait tué sa famille d'une seule balle chacun, car il ne voulait pas les faire souffrir. Après sa confession, Nicholas a révélé à la police l'endroit où il avait caché l'arme du crime. Celle-ci a été retrouvée dans un buisson situé sur la propriété familiale. Les tests balistiques ont bel et bien confirmé que c'était l'arme utilisée pour tuer les membres de la famille Browning. En outre, des traces d'ADN de Nicholas ont été retrouvées sur le canon de l'arme, renforçant encore une fois les preuves contre lui, et évidemment que tout ceci allait jouer dans le procès. Finalement, Nick a été officiellement inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Cependant, l'affaire a énormément divisé l'opinion publique. L'image que beaucoup avaient de Nicholas en tant que garçon poli et souriant semblait complètement incompatible avec l'idée qu'il puisse être un meurtrier de sang-froid. Plusieurs lettres ont été envoyées au tribunal, demandant que des circonstances atténuantes soient prises en compte dans le jugement. Parmi ces lettres, celle de son grand-père a d'ailleurs attiré l'attention. Il y décrivait Nicholas comme un enfant ayant subi des années de pression psychologique et physique de la part de son père. Bien que certains de ses proches aient refusé de croire que l'adolescent a pu commettre un tel crime, d'autres preuves accablantes ont malgré tout continué d'apparaître. Alors qu'il était en détention, 2 jours avant le début de son procès, Nicholas a eu une conversation téléphonique avec un ami. La conversation, bien sûr, était surveillée par les autorités. À la stupéfaction des enquêteurs, Nicholas a plaisanté sur une éventuelle évasion et à aucun moment il n'a montré de remords ou pris la mesure de la gravité de ses actes. Néanmoins, lorsqu'il a comparu devant le tribunal, la situation a radicalement changé. Nick, qui s'était jusque-là montré désinvolte et nonchalant quant à tout ce qui s'est passé, a soudainement pris conscience de l'énormité de ce qu'il avait commis. Il se tenait face à ses juges, ses épaules affaissées sous le poids des accusations, et le contraste avec le garçon moqueur qu'il avait été jusque-là était plus que frappant. Le procès qui s'annonçait allait révéler les véritables motivations derrière cet acte impensable. À un moment donné, au cours de son procès, Nicholas a éclaté en sanglots, se tournant vers ses proches pour leur présenter ses excuses. Ses larmes ont marqué un tournant émotionnel, mais ce contraste entre son apparence triste face à ces événements et ses actions brutales a été utilisé par l'accusation pour démontrer la duplicité du jeune homme.
L'accusation a soutenu que ces excuses étaient simplement un stratagème destiné à manipuler le jury. De son côté, la défense a tenté tant bien que mal de peindre Nicolas sous un jour plus favorable, décrivant un jeune homme autrefois positif, bien intégré, incapable d'être un meurtrier de sang-froid sans raison claire. Ryan a déclaré que, en effet, il y avait des violences psychologiques et physiques commises de la main de son père. Cependant, ce témoignage n'éclairait toujours pas les raisons pour lesquelles Nicolas avait également tué sa mère et ses jeunes frères, des membres de la famille qui, toujours selon Ryan, n'avaient jamais été impliqués dans les conflits avec lui. Ryan a également laissé entendre que l'argent aurait éventuellement pu être le véritable mobile. La famille Browning était aisée et les parents de Nicolas avaient souscrit plusieurs assurances-vie, ce qui aurait permis à l'adolescent de bénéficier d'un héritage substantiel en cas de décès. Nick, en revanche, a maintenu qu'il avait été maltraité non seulement par son père, mais aussi par sa mère. Il a affirmé que son père, John, exerçait une pression physique constante sur lui, tandis que sa mère le dénigrait moralement, contribuant alors à l'environnement toxique dans lequel il vivait. Néanmoins, personne ne semblait croire à cette version des faits, surtout en ce qui concernait la cruauté présumée de sa mère. Les Browning étaient une famille respectée dans leur communauté, et les amis proches de la famille n'avaient jamais remarqué des signes de maltraitance ou encore de violence morale à l'encontre de Nicolas. Bien au contraire, ils avaient plutôt observé une détérioration progressive du comportement de l'adolescent, qui devenait de plus en plus incontrôlable et surtout imprévisible. L'idée que Nicolas souffrait de troubles mentaux a évidemment été explorée, mais cette fois encore a rapidement été écartée. Lors des entretiens avec les enquêteurs, Nicolas n'a montré aucun signe d'anomalie psychologique, et il n'avait pas non plus d'antécédents de problèmes mentaux dans son enfance. Ses rapports médicaux, eux aussi, étaient clairs. Pas de troubles diagnostiqués ni de pensée suicidaire. La défense a tenté de faire valoir que Nicolas devait être placé dans un établissement psychiatrique avec un programme de réhabilitation, plutôt que de purger une peine de prison classique. Ils ont plaidé pour qu'il soit envoyé dans un foyer spécialisé pour jeunes délinquants, arguant que Nicolas, au moment du procès, n'avait que 16 ans et donc qu'il était réhabilitable. Cependant, les arguments de la défense n'ont pas du tout convaincu le tribunal. Le rapport psychiatrique final a conclu que ce dernier était sain d'esprit et pleinement conscient de ses actions au moment du crime. L'avocat de la défense a donc dû abandonner la ligne de défense reposant sur une prétendue déficience mentale, ce qui a considérablement affaibli leur stratégie. Selon les lois de l'État, un crime aussi grave que le meurtre multiple est passible de la peine de mort, mais en raison de l'âge de Nicolas, il ne pouvait pas être exécuté. En janvier 2009, l'accusé a accepté un accord avec l'accusation. Il a alors plaidé coupable à tous les chefs d'accusation, évitant ainsi un procès prolongé. Le tribunal l'a alors condamné à 4 peines d'emprisonnement à perpétuité, dont 2 devaient être purgées consécutivement. Toutefois, en raison de son accord et de son jeune âge au moment des faits, Nicolas aura la possibilité de demander une libération conditionnelle après avoir purgé seulement 23 ans de prison. Seulement 23 ans, ce qui est quand même très tôt pour avoir décimé toute sa famille. Cette potentielle libération prévue pour 2031 dépendra de son comportement en détention. En résumé, le cas de Nicolas Browning a non seulement secoué la communauté locale, mais a également soulevé des questions sur la responsabilité des jeunes criminels. Bien que ses actions aient été condamnées sans équivoque, le débat sur sa réhabilitation et sa réintégration future dans la société reste bien évidemment ouverte, surtout en tenant compte de l'âge auquel il a commis ses crimes. Après avoir détruit la vie de sa propre famille, Nicolas Browning a laissé derrière lui une communauté en état de choc, incapable de comprendre l'horreur de ses actes. Bien que condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité, une question demeure. Qu'est-ce qui a vraiment poussé cet adolescent à commettre l'irréparable ? Était-ce la pression familiale, le désir de liberté, ou simplement une cruauté longtemps dissimulée ? C'est donc tout pour l'affaire de Nicolas Browning et j'espère évidemment connaître votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Nicolas peut éventuellement avoir une bonne réhabilitation dans la société en 2031 s'il sort de prison à cet instant ? Personnellement, le fait qu'il ait décimé toute sa famille alors qu'il n'avait que 15 ans me fait franchement froid dans le dos. Je me demande
de quoi il sera vraiment capable plus tard, à l'avenir. Est-ce qu'il est vraiment réhabilitable? Et éventuellement, est-ce que ce dernier ne serait pas simplement un psychopathe? Ça me fait évidemment poser beaucoup de questions, j'imagine que vous aussi, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, avant de finir, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, à très bientôt, ciao.